Bonjour, nous nous retrouvons pour faire l'analyse de la jurisprudence sur le contrôle et le contentieux URSSAF. Nous envisagerons quelques arrêts récents du mois d'octobre 2025. D'abord, avis de contrôle. En l'espèce, il apparaît que l'URSSAF a adressé à une association par LRAR un avis de contrôle comportant la mention suivante: pour vous informer de vos droits, une charte du cotisant dont le modèle est fixé par arrêté chargé du ministre de la Sécurité sociale est consultable sur le site www.ursaf.fr. À votre demande, cette charte peut vous être adressée. Il apparaît que la requérante n'évoque aucune impossibilité d'accéder à la consultation de cette charte par le site mentionné, ni n'allègue n'avoir sollicité en vain la transmission de la dite charte par l'organisme de recouvrement. À l'évidence, et contrairement aux affirmations de l'association, cette mention qui permet d'accéder à une consultation aisée de la charte, fût-ce de façon indirecte par une recherche par mots-clés via le site de l'URSSAF ou d'en obtenir communication sur simple demande, suffit aux prescriptions du texte susvisé qui n'exige nullement un accès par lien direct, de sorte que ce moyen est inopérant. Tribunal judiciaire de Valenciennes, 1er octobre 2025. Déroulement du contrôle. Les mails produits par les parties témoignent du fait qu'après les opérations de contrôle sur place, l'inspecteur du recouvrement s'est adressé directement à la salariée du cabinet d'expertise comptable de la société pour obtenir des informations et documents complémentaires. Or, l'URSSAF ne justifie pas d'un mandat donné par le cotisant à son cabinet d'expertise comptable, étant précisé que le simple fait que la salariée du cabinet a assisté le gérant de la société lors du contrôle sur place ne suffit pas à en justifier. En outre, et contrairement aux affirmations de l'URSSAF, l'article 37 de la loi du 22 mai 2019 a reconnu l'existence d'un mandat tacite, mais seulement pour les missions de l'expert comptable prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 qui ne mentionne pas l'assistance à contrôle. De plus, le décret d'application du 19 novembre 2019, en son article 14, ne prévoit pas, comme démarche pouvant être effectuée dans ce cadre, les opérations de contrôle de l'URSSAF. Pau, 30 octobre 2025. Procédure contradictoire. Lorsque plusieurs inspecteurs participent aux opérations de contrôle, la lettre d'observation doit être revêtue de la signature de chacun d'eux à peine de nullité. En cas de contrôle concerté simultané de plusieurs sociétés d'un même groupe, la lettre d'observation adressée à chaque société doit être signée par l'inspecteur, ayant personnellement procédé à la vérification de la situation personnelle de chacun. Pour annuler le redressement notifié à la société, l'arrêt relève qu'au cours des opérations de contrôle, les inspecteurs ont procédé à l'envoi de courriels communs pour demander des pièces, qu'une lettre commune a prévenu que l'ensemble des redressements sera porté sur la lettre d'observation au compte principal de chaque URSSAF et qu'il n'a été proposé qu'un seul entretien de clôture commun à tous les inspecteurs et à toutes les sociétés du groupe. Il considère que ces éléments démontrent que le contrôle a fait l'objet d'une appréhension globale au niveau du groupe de sociétés et qu'il n'a pas été opéré de traitement différencié par entité juridique des documents et informations. Il en déduit que le contrôle a été conduit de manière conjointe par les 4 inspecteurs qui se sont présentés au siège des différentes sociétés regroupées en un lieu unique et qu'à défaut de leur signature sur la lettre d'observation, les opérations de contrôle sont entachées d'irrégularité. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si d'autres inspecteurs que le signataire de la lettre d'observation avaient effectivement participé au contrôle de la situation individuelle de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, Cassation civile 2, 16 octobre 2025. Les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à la cotisante à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 de l'article R243-59 du Code de la Sécurité sociale peuvent lui être adressées par lettre distincte, notamment lorsque l'organisme ayant effectué le contrôle n'est pas celui chargé du recouvrement. Ces lettres d'observation
qui se rapportent à des causes distinctes de redressement peuvent indiquer des dates différentes de fin de contrôle. Aucun délai n'étant fixé pour l'envoi de la lettre d'observation, l'URSSAF peut valablement procéder à une nouvelle notification de celle-ci après une première tentative infructueuse de notification et l'annulation de sa décision initiale de redressement pour régulariser la procédure Cassation civile 2, 16 octobre 2025. Selon l'article L114-21 du Code de la Sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L114-19 du même Code est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Il doit être satisfait à cette obligation d'information qui constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif avant la mise en recouvrement de l'addu à ces informations et documents. Cette information peut être effectuée dans la lettre d'observation Nancy, 15 octobre 2025. Rapport de contrôle. Le rapport de contrôle est uniquement destiné à l'organisme en charge du recouvrement, c'est-à-dire à l'URSSAF, et n'a pas vocation à être communiqué aux cotisants contrôlés. Tribunal judiciaire de Poitiers, 13 octobre 2025. Mise en demeure. Il y a lieu de constater à l'examen de la mise en demeure adressée par l'URSSAF que l'information concernant les délais et voies de recours à l'encontre de cette décision n'apparaissait pas clairement. À cet égard, il convient de relever que cette mention figurait au dos du courrier en caractère presque illisible du fait de leur petite taille et de leur concentration dans un encart. De plus, cette information importante se trouvait mêlée entre diverses autres mentions sans rapport, telles que les modalités de paiement, l'impôt sur leur revenu, retenu à la source ou encore la taxation provisionnelle. Il résulte de ce constat que le débiteur ne pouvait pas raisonnablement être considéré comme informé des voies et délais de recours. Dès lors, le délai de saisine de la commission de recours amiable n'était pas opposable à la société, laquelle a ainsi pu, sans encourir la forclusion, former un recours amiable tardivement, tribunal judiciaire de Coutances, 1er octobre 2025. Il est constant que le défaut de réception effective de la mise en demeure adressée aux cotisants n'affecte ni sa validité, ni celle des actes subséquents. Montpellier, 15 octobre 2025. Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure préalable n'est pas, contrairement à la contrainte, de nature contentieuse et n'est donc pas soumise aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée n'est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire, dès lors que celle-ci a été envoyée à l'adresse du cotisant. Le motif de la non-distribution, l'absence de signature de l'avis de réception ou l'identité du signataire de l'avis sont à cet égard indifférents. Il est néanmoins nécessaire que l'URSSAF justifie avoir envoyé une telle mise en demeure à l'adresse du cotisant pour que la procédure soit valide. Tribunal judiciaire de Marseille, 17 octobre 2025. Il n'y a aucune contradiction à envoyer l'avis de contrôle et la lettre d'observation à l'établissement principal et, le cas échéant, la mise en demeure subséquente à l'établissement redevable des cotisations Basse-Terre, 27 octobre 2025. Demande de délai de paiement. Si l'article 1244-1 du Code civil permet au juge d'accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de 2 ans, ce texte n'est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale en raison du caractère impératif de la législation de sécurité sociale. L'octroi de tels délais relève de la compétence du directeur de l'organisme concerné, tribunal judiciaire de Marseille, 17 octobre 2025.
Contrainte et opposition à contrainte au terme de l'article R133-3 du Code de la Sécurité sociale, la contrainte pour être régulière doit être obligatoirement précédée d'une mise en demeure. En l'espèce, si la copie de l'enveloppe produite par l'URSSAF supporte une date apposée par la poste qui correspond à la lettre de la mise en demeure, la preuve que le nom ou l'adresse du destinataire ou encore le numéro du recommandé dans la mise en demeure du lien entre cette enveloppe et la lettre n'est pas rapporté. Aussi, faute de démontrer l'envoi de la mise en demeure fondant la contrainte, cette dernière devra être annulée. Tribunal judiciaire de Poitiers, 10 octobre 2025. Le courrier d'opposition de la société est ainsi libellé. Nous sommes en train de faire le point avec notre cabinet d'expertise comptable en régularisant l'ensemble des parts sociales pour chaque période et de préparer la demande de proposition d'un plan pour les cotisations patronales. Et nous avons déjà informé l'URSSAF et l'étude d'huissier. Cette opposition ne comprend aucun motif de contestation de la contrainte. L'opposition doit donc être déclarée irrecevable. Tribunal judiciaire de Bobigny, 14 octobre 2025. Il appartient à l'opposant, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, de motiver son opposition en fait et ou en droit, c'est-à-dire d'indiquer le motif de son recours. Il est constant que le seul fait de contester le montant réclamé par l'organisme social sans invoquer à l'appui de ses prétentions aucun motif de fait ou de droit ne correspond pas à l'exigence de motivation imposée par l'article R133-3 du Code de la Sécurité sociale. Tribunal judiciaire de Bobigny, 14 octobre 2025. La charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. Montpellier, 15 octobre 2025. Selon l'article R133.3 du Code de la Sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L 161-1-5 ou L 243-44-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles, l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas à elle seule de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte. En l'espèce, il est apposé sur la contrainte le nom du signataire et une signature sous forme d'image numérisée. L'URSSAF justifie que M. V est directeur de l'URSSAF Champagne-Ardenne depuis le 1er septembre 2021. Ce moyen sera donc rejeté. Nancy, 15 octobre 2025. La signature d'une contrainte est irrégulière si le montant figurant sur l'acte de signification est différent de celui mentionné sur la contrainte, à défaut de comporter des éléments permettant d'expliquer cette différence, empêchant ainsi la validation de la contrainte. Nancy, 15 octobre 2025. Le cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, n'est pas recevable à contester à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. Le cotisant n'est donc plus recevable à contester les sommes réclamées. En revanche, il reste recevable à contester la contrainte sur la forme. Toulouse, 16 octobre 2025. Tribunal, ayant contesté le redressement dans son entier devant la commission de recours amiable, la société était recevable à soulever devant le tribunal judiciaire des moyens nouveaux tirés de l'irrégularité de la lettre d'observation, comme ne détaillant pas suffisamment la liste des documents consultés ainsi que l'incomplétude de la lettre de mise en demeure. Lyon, 14 octobre 2025.
Travail dissimulé. La Cour de cassation a validé dans une jurisprudence constante le principe de l'autonomie des deux procédures de contrôle, celle de l'article L243-7 du Code de la Sécurité sociale et celle de l'article L8271-1 et suivant du Code du travail, qui peuvent conduire les organismes de recouvrement à procéder à des redressements de cotisations pour travail dissimulé. Les dispositions de l'article R243-59 du Code de la Sécurité sociale s'appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L243-7 du Code de la Sécurité sociale et des textes pris en application, alors même que le contrôle a conduit à la constatation d'infractions aux interdictions mentionnées à l'article L8221-1 du Code du travail et les dispositions de l'article R243-59 du Code de la Sécurité sociale ne sont en revanche pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal engagées sur le fondement des articles L8271-1 et suivants du Code du travail. Il convient, pour déterminer les dispositions applicables au redressement, de caractériser la nature et la façon dont le contrôle a été initié. Aix-en-Provence, 17 octobre 2025. Solidarité financière. Si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du PV pour travail dissimulé, établi à l'encontre du concontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce PV devant la juridiction de la Sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document. Le donneur d'ordre doit en effet être en mesure de contester contradictoirement la régularité de la procédure et le bien fondé de l'exigibilité des sommes auxquelles il peut être solidairement tenu, et l'URSSAF doit alors produire le PV avec ses pièces jointes, lesquelles constituent des éléments indissociables et substantiels du PV, et ce, sans injonction préalable du tribunal. En l'absence de transmission du PV complet à la société, l'URSSAF n'était pas fondée à mettre en œuvre à son égard la solidarité financière du donneur d'ordre. Il sera par conséquent fait droit à la demande d'annulation de la procédure de redressement portant sur la mise en œuvre de la solidarité financière TJ de Nantes, 17 octobre 2025. Voilà, nous en avons terminé pour quelques arrêts du mois d'octobre 2025 et nous nous retrouvons le mois prochain pour de nouvelles aventures. À bientôt, merci, au revoir.